Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la seconde vidéo de notre étude sur le droit à disposer pleinement de son corps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un droit sous-jacent qui est le droit de choisir son partenaire tel qu'identifié par la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Le droit de choisir son partenaire, tel qu'entendu dans le manifeste de la FIDH, s'entend au sens du droit de choisir son orientation sexuelle, une problématique que l'on peut rattacher à l'identité de genre, ou plus généralement aux droits des personnes LGBT+. Ces droits nouveaux ont fait l'objet d'un mouvement de dépénalisation et de reconnaissance en Europe. Cependant, les personnes qui s'identifient comme telles sont souvent sujettes à des discriminations en raison du fait qu'elles divergent de la norme dominante établie dans leur État en raison de considérations politiques, religieuses ou sociales. Comme évoqué précédemment, en Europe, le fait de s'identifier comme une personne LGBT+ n'est pas répréhensible pénalement. Cependant, certains droits ne leur sont pas reconnus. Si l'on prend l'exemple de l'Union européenne, 21 des 27 États membres reconnaissent des relations homosexuelles, ce qui n'est pas le cas de la Pologne et de la Roumanie. 14 des 27 acceptent le mariage homosexuel, c'est notamment le cas de la France depuis la loi du 17 mai 2013 relative au mariage pour tous. 14 des 27 acceptent l'adoption homoparentale. 13 des 27 disposent d'un régime complet de lutte contre les discriminations. Et enfin, 15 des 27 disposent d'une loi contre les crimes de haine. Certains États sont fermement opposés à la reconnaissance de ces droits, comme la Bulgarie qui interdit constitutionnellement le mariage d'individus de même sexe. À l'échelle du Conseil de l'Europe, on remarque une situation assez disparate entre les États, qui s'explique par la diversité d'États membres d'un point de vue géographique, mais également d'un manque de législation qui harmoniserait la situation dans tous ces États. Une différence qui s'explique aussi par les spécificités entre les pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est. On a ici une carte qui montre les violations flagrantes des droits humains et qui nous permet de voir quels sont les pays où les personnes LGBT+ sont le plus sujettes à des discriminations. On observe que les pays à l'ouest et au nord semblent être ceux où il y a le moins de discrimination, notamment en raison de la mise en œuvre de régimes de lutte contre les discriminations. On a un entre-deux avec les pays d'Europe centrale, et enfin les pays les plus à l'est où la situation semble être plus inquiétante. Si l'on prend deux pays pour exemple, on remarque une grande disparité entre l'Islande et la Turquie. L'Islande a dépénalisé les relations entre individus de même sexe dès 1940, et de nombreuses autres lois ont commencé à voir le jour dans les années 90, jusqu'à l'ouverture du mariage à tous les couples en 2010. A contrario, la Turquie ne criminalise plus les relations entre individus de même sexe, mais le sujet reste peu évoqué et présent dans l'espace public en raison des croyances religieuses de la population majoritairement musulmane. En Europe, la situation du droit de choisir son partenaire et des droits qui en découlent semble spécifique à chaque État, mais nous allons voir qu'une protection juridique existe bel et bien. Comme pour notre constat précédemment, les instruments juridiques s'étendent sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, on a l'Union européenne qui est compétente pour agir depuis le traité d'Amsterdam de 1999, qui est venu modifier le traité sur l'Union européenne, TUE, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. C'est ce second traité qui nous intéresse puisque l'article 10 du TFUE démontre que l'Union cherche à lutter contre toutes les formes de discrimination, et notamment celles fondées sur l'orientation sexuelle, et l'article 19 du TFUE donne sa compétence à l'UE pour prendre des mesures nécessaires dans sa lutte contre les discriminations, notamment basées sur l'orientation sexuelle. Enfin, on a également l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui interdit également les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. L'Union européenne agit également par le biais de son droit dérivé, notamment par le biais de directives, comme la directive 2078-CE relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail du 27 novembre 2000. C'est une directive qui est venue poser une liste limitative de motifs discriminatoires. Son objectif est de lutter contre les discriminations sur les bases de ces critères et notamment l'orientation sexuelle. Les institutions de l'Union européenne peuvent également agir, c'est notamment le cas de la Commission européenne qui apporte un soutien financier aux organisations de la société civile qui revendiquent la reconnaissance des droits LGBT+, ou lutte contre les discriminations. Elle publie régulièrement des eurobaromètres sur l'acceptation sociale des personnes LGBT+. C'est un instrument qui permet de réaliser une étude d'opinion des citoyens de l'Union sur un sujet donné ou une question précise. Le Parlement peut également agir, notamment avec des propositions de résolution sur des situations qu'il trouve inquiétantes relatives aux droits de l'homme, ce qui fut notamment le cas en juillet 2021 sur la situation en Hongrie. S'agissant du Conseil de l'Europe, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme consacre une interdiction à la discrimination. L'article 1er du protocole numéro 12 pose une interdiction générale de la discrimination. Et enfin, on a la Cour européenne des droits de l'homme
qui est la juridiction qui a pour rôle d'assurer le respect des engagements souscrits par l'État signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle va notamment venir sanctionner les États qui ne rempliraient pas leurs obligations vis-à-vis de la Convention, grâce à des arrêts, notamment l'arrêt Fedotova et autres contre Russie du 17 janvier 2023. En l'espèce, il s'agissait de requérants qui mettaient en cause le refus des autorités russes de reconnaître et de protéger juridiquement les droits des couples homosexuels. La Cour a rappelé que même si un État, en l'occurrence la Russie, n'est plus membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'est pas libéré de ses engagements internationaux et qu'elle est compétente pour juger des faits antérieurs au moment où il a quitté son organisation. Maintenant, nous allons voir quelques idées d'instruments ou d'actions à mettre en place qui pourraient être intéressants afin d'atteindre l'objectif d'une reconnaissance universelle du droit de choisir son partenaire. Tout d'abord, il faut prendre conscience qu'il existe un mouvement de recul de ces droits dans le monde et en Europe. On a vu l'exemple des États-Unis, où la Cour suprême est revenue sur le droit à l'avortement, en Pologne et en Hongrie, qui reviennent également sur leurs engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Ce phénomène de backlash, c'est un concept théorisé par la militante féministe Suzanne Faludi dans les années 90 et qui a notamment été repris ces 10 dernières années en raison de la montée de la contestation de la part des mouvements LGBT+, et féministes pour divers événements et choix politiques. Par exemple, le 13 mars 2023, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, a demandé par une lettre du ministère de l'Intérieur adressée au maire de Milan de ne plus enregistrer à l'état civil les naissances d'enfants si les parents sont homosexuels, ce qui a entraîné de vives contestations. Ces décisions sont souvent soutenues par les mouvements anti-droit qui sont un pilier de la lutte contre la reconnaissance de nouveaux droits et même vers un retour en arrière. Il faut donc empêcher les États de faire machine arrière quant à leurs engagements internationaux, c'est notamment ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme par le biais de ses arrêts. Il s'agit tout de même d'un mécanisme de sanction, mais celui-ci demande une procédure relativement longue et complexe face à l'urgence que caractérise l'action d'un État à faire machine arrière en matière de respect et de protection des droits fondamentaux. On a également pu observer que les États membres de l'Union européenne ont une législation qui tend à se développer, en raison des instruments juridiques communautaires qui leur imposent d'agir dans le sens d'une reconnaissance de davantage de droits aux personnes LGBT+. Il y a également la pratique de ce que l'on nomme parfois l'impérialisme normatif européen, qui consiste en l'application du droit de l'UE par les États tiers de l'Union en contrepartie d'un accord, notamment dans le cadre de la politique commerciale commune. Ainsi, on pourrait envisager de nouveaux accords entre l'UE et les États tiers, avec comme contrepartie le respect du droit de l'UE et notamment de la Charte des droits fondamentaux, mais cela nécessiterait l'inscription du droit nouveau de choisir son partenaire au sein de cet instrument. De plus, l'Union européenne a toujours été une organisation ayant pour but d'intégrer une grande majorité des États européens. Ainsi, on peut penser que l'adhésion de certains États candidats qui ont obtenu ce statut, comme l'Ukraine, la Turquie, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro ou encore la Macédoine du Nord, et les candidats potentiels comme le Kosovo ou la Géorgie, pourraient permettre d'améliorer la situation des droits de l'homme dans ces États. De plus, la Commission européenne a développé une stratégie pour l'égalité LGBT+, adoptée le 12 novembre 2020, afin de lutter plus efficacement contre les discriminations à l'horizon 2025. On imagine bien qu'à terme, une autre stratégie sera mise en place à l'horizon 2030 ou 2035, avec des objectifs plus avancés. Enfin, on peut également envisager le développement d'un nouveau protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui viendrait consacrer ces droits, ou encore un instrument au niveau international. On a déjà eu une avancée sur ce plan-là avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre de 2008, mais c'est encore insuffisant comme l'a démontré Gemma McArthur en 2015 dans un rapport intitulé Securing Sexual Orientation and Gender Identity Rights within the United Nations Framework and System, Past, Present and Future. Dans ce rapport, il relève les lacunes du système des Nations Unies dans la protection des droits relatifs à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, et donne plusieurs pistes de développement, comme la nécessité de conserver un dialogue sur le sujet au sein du Forum des Nations Unies, délivrer un mandat thématique selon la procédure spéciale dédiée auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, afin d'obtenir des informations plus complètes sur les violations des droits de l'homme dans le monde, et enfin développer de nouveaux instruments juridiques, notamment une convention spécifique qui viendrait protéger les droits relatifs à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouverons prochainement sur la chaîne pour 2 autres vidéos présentées par mes collègues. La première sur le droit pour toute femme de recourir à l'avortement et la seconde sur le droit de vieillir dans la dignité.